Elle sera faite en différé ensuite avec Jacques. D'accord? Attendez. C'est bon? Il est rouge? C'est bon? C'est bon. Voilà. Et autrement, tu as. Tu sais, tu Oui, as... non, hein, pas voilà. de problème. Et puis ici, si tu veux. Non, mais j'ai rien besoin là. Okay. J'ai ce micro-là. Normalement, c'est bon. Hein. Voilà. Tu me le dis, Jacques? Bonjour. Bienvenue au symposium Art et Art du 17 juin 2008. Nous sommes à l'Université de Paris Diderot, Paris 7. Le sujet d'aujourd'hui sera le patrimoine immatériel. Notre intervenant est Claude Rubinovitch, directeur général de l'APIE, Agence du patrimoine immatériel de l'État. Son intervention aura pour sujet la valorisation du patrimoine immatériel public. Claude Rubinovitch est inspecteur général des finances. Il a fait l'École normale supérieure, l'ENA. Il est agrégé de physique et docteur S-Sciences. Si le temps nous le permet, je vous présenterai le patrimoine immatériel culturel. Nous sommes sur le campus de Jussieu, Université de Paris 7, Paris Diderot, et nous sommes ici grâce à l'association Carrefour Télématique, l'association Art et Art, Bruno Bourré, Jacques Châtelot, Gilbert Sol, Madame Vétréno-Soulard et l'Université de Paris 7. Je donne donc la parole à Claude Rubinovitch et qui va nous parler de l'Agence du patrimoine immatériel de l'État. Merci Lise. Pas grave. En musique. En musique. La valorisation du patrimoine immatériel public, je dirais que c'est un très beau sujet. Non pas parce que je le présente, mais parce que c'est un sujet original, novateur, et qui tranche avec les débats habituels sur le rôle de l'État. Et pourtant, il s'inscrit dans un thème d'actualité majeur, et ce à un double titre. D'une part, l'État doit rendre compte de plus en plus des actifs dont il a la responsabilité, dans la façon dont il les gère. Mais surtout, l'État, comme la sphère privée, ne génère plus de la richesse à partir de la production matérielle, mais à partir des idées, des talents, de l'intelligence, c'est-à-dire de la richesse humaine. Et je crois que la création toute récente, on va y venir, elle remonte à moins d'un an, de l'Agence du patrimoine immatériel de l'État, se situe particulièrement bien dans ce contexte. Le constat tout d'abord. Le premier constat que l'on peut faire, c'est qu'au dernier bilan de l'État, au 31 décembre 2007, bilan tout frais sorti des presses il y a 15 jours, les actifs dits immatériels ne représentent que 582 millions d'actifs, alors que le total d'actifs matériels et immatériels de l'État est, à la même date, estimé à 253 milliards d'euros. C'est-à-dire que les immatériels représentent à peine plus de 0,2%. Or, ce montant est non seulement faible en valeur absolue, mais il est également extrêmement limité dans son champ. Il ne s'agit quasiment, et encore c'est un euphémisme, que de logiciels. Et je dirais que cela va à l'encontre de toute logique, de tout bon sens. Quand on sait le rôle de l'État en France, rôle parfois décrié, quand on connaît l'importance des établissements publics, on se demande où sont leurs actifs. Les universités, puisque nous sommes dans une université aujourd'hui, les centres de recherche ont par exemple des brevets dont elles ou ils tirent plus ou moins bien des profits. Les biens culturels français, comme le Louvre, sont universellement reconnus et ont une énorme valeur. Où sont ces valeurs dans le bilan de l'État? Nulle part. Par ailleurs, l'État possède également un très large domaine
pour lequel il octroie des droits d'occupation. Où est la valeur de ces droits? Nulle part. Etc., etc. Globalement, l'État français, comme d'autres États d'ailleurs, est riche de beaucoup d'actifs immatériels. Alors, permettez-moi de vous en donner quelques exemples parce qu'il faut parler concret et qu'est-ce qu'on met derrière. Par exemple, des noms, des marques. Ici, quelques exemples qui vous sont montrés. Des images. Ici, c'est le cas de Lyon. En tant que patrimoine immatériel public, il y a l'UNESCO, sa réputation, ce qu'elle représente. Les produits dérivés que vendent certaines universités. Voilà. C'est l'image de marque de l'université qui permet de vendre ces produits dérivés. Donc c'est bien un actif immatériel. Des lieux, des grands salons, des bâtiments, des zones géographiques. On reviendra sur leur valorisation plus tard, mais si vous donnez des exemples de biens qui ont une valeur au-delà de l'aspect purement matériel. Ce ne sont pas les mètres carrés des salons qui comptent, c'est ce qu'ils représentent en valeur immatérielle, historique, architecturale, etc. Des photos. Des œuvres architecturales, ici à Roissy. Des informations. Et on sait combien l'État dispose d'informations. Alors là, le cas de Bison Futé, la base de Sirène, de répertoire des données des entreprises, que commercialise l'INSEE, la documentation française, source d'informations publiques, des archives, et ce n'est pas des universitaires que je ferai la réclame pour la valeur des archives. Il ne faut pas oublier les créations techniques, les brevets que j'évoquais tout à l'heure, des certificats d'utilité, des logiciels, les seuls qui soient à peu près, enfin partiellement au moins pris en compte, une capacité d'expertise, l'Office national des forêts, qui est aussi un expert dans son domaine, sans compter que ces uniformes ont été vendus à d'autres pays, du moins le modèle des uniformes. Les autorisations délivrées par l'État, c'est un sujet que l'on oublie parfois. Alors, les fréquences hertziennes, le dividende numérique, c'est un peu à la mode médiatique aujourd'hui. On sait que la fin de la télévision analogique d'ici 2011-2012 va libérer des fréquences et que ces fréquences peuvent être utilisées pour des applications commerciales de grande valeur, notamment en télécommunications, puisque celles-ci ont besoin de fréquences plus basses pour être plus efficaces. Bon, les fréquences hertziennes appartiennent à l'État, c'est un petit matériel d'une certaine façon. Les professions réglementées, vous savez très bien que l'État a, je dirais, le droit de vie et de mort sur certaines activités. Selon que vous avez l'autorisation d'exercer le métier de notaire, d'avoué, pour parler d'une profession qui est en cours de réforme aujourd'hui, de pharmacien, etc. Si vous avez l'autorisation, vous avez une rente de situation. Et à ce jour, l'État vous octroie cette rente gratuitement, alors qu'ensuite vous pouvez la revendre. Les numéros de téléphone rares, bon, vous savez qu'il y a les 800 et quelques, les quotas de dioxyde de carbone, dans le cadre de l'application du protocole de Kyoto, qui sont mises en grande partie à disposition gratuitement des entreprises, certaines peuvent être mises aux enchères. Voilà donc toute une série d'exemples d'actifs dits immatériels. Et aujourd'hui, si l'on fait le bilan de ce qui se passe en France, je dirais que le bilan est extrêmement mitigé. D'une part, il y a un manque de sensibilité des administrations, des gestionnaires publics, non seulement à la valeur de ces actifs, mais parfois même à l'existence même de ces actifs immatériels. Je ne ferai pas une critique en la matière parce que c'est tout à fait compréhensible. Ce n'est pas le cœur de métier de l'administration de gérer des actifs immatériels. Le cœur de métier de la justice, c'est de veiller à ce que la justice soit rendue. Le cœur de métier de la diplomatie, c'est de veiller à ce que la position internationale de la France soit défendue et reconnue. Le cœur de métier de la gendarmerie ou de la police, c'est de s'assurer de la sécurité des citoyens, etc. Ou de l'éducation, c'est d'assurer que l'éducation est fournie aux uns et aux autres. Ce n'est donc pas le cœur de métier de l'administration que de gérer ces actifs immatériels, ce qui explique la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.
Donc, un bilan mitigé, mais je voudrais quand même signaler quelques éléments positifs que l'on peut d'ores et déjà constater. J'en citerai 3. L'agence France Trésor, qui a été créée fin des années 90 et qui a pour vocation de gérer la dette de l'État, la dette publique. Bon, en quelques années, cette agence France Trésor a su se faire reconnaître par son expertise, sa compétence, son professionnalisme. Elle a un logo, comme vous le voyez, donc une image de marque qui a de la valeur et qui lui a permis d'attirer des professionnels de haut niveau pour mieux gérer la dette de l'État français. Deuxième exemple, le Louvre Abu Dhabi. Alors, vous savez très bien, ça a été suffisamment cité dans la presse, que les Émirats ont souhaité créer un nouveau musée universel à Abu Dhabi et qu'ils ont souhaité que ce musée, que l'un de ces musées, puis il y a aussi un musée Guggenheim, que l'un de ces musées porte le nom de Louvre. Eh bien, le Louvre, c'est en outre un nom dans le monde culturel des muséales le plus connu dans le monde. Eh bien, le droit de mettre le mot Louvre sur le bâtiment de ce nouveau musée et simplement le droit de mettre le nom, sans autre chose, rapporte 400 millions d'euros sur 30 ans à la France. 400 millions d'euros. Comme je disais tout à l'heure, où est la valeur du nom Louvre au bilan de l'État? Nulle part. Vous savez aussi qu'en plus de ces 400 millions d'euros qui sont la rémunération de l'utilisation du nom pendant une période donnée, il y a des prestations annexes, prêts d'œuvres, et ne sont pas des œuvres cédées, comme certains ont pu le dire, prêts d'œuvres, formation des conservateurs, etc., qui sont des prestations qui donnent lieu à des rémunérations qui rajoutent à ce montant de 400 millions au moins autant, si ce n'est plus, sans compter une chose qui est moins mise en avant jusqu'à présent, c'est qu'il y a aussi un intéressement du Louvre aux produits dérivés qui pourraient porter le nom du Louvre Abu Dhabi et qui, sur le long terme, pourraient rapporter des sommes extrêmement importantes également. Autre exemple que je voudrais citer, positif, l'Institut national de l'audiovisuel, dépositaire des archives audiovisuelles des radios et télévisions publiques. En 2006, l'INA a ouvert un site public, ina.fr, où l'on peut voir les archives numérisées, donc on est loin d'avoir encore tout numérisé, mais les archives numérisées dont l'INA est dépositaire. L'accès est gratuit. Le téléchargement, par contre, vous payez 1 ou 2 euros selon si vous voulez voir les Shadocks en entier ou d'autres extraits. Il est intéressant de voir que quand, et vous savez tous que c'est un immense succès, mais il est intéressant de voir que quand l'INA a lancé son site, a ouvert son site public sur ce schéma, il n'avait aucune idée de la valeur de ce site. Et donc, dans leurs hypothèses de travail, ils pensaient en tirer 30 000 euros dans l'année. Bon, quelques mois plus tard, ils en sont à 1 million. Et comme je le redirai encore tout à l'heure, un peu plus tard, ce n'est pas de l'argent pour faire des recettes en plus, c'est de l'argent pour donner des moyens supplémentaires. Vous savez très bien que l'INA n'a pas encore tout numérisé dans ses archives. Et que ça prend de l'argent, ça prend du temps. Et donc, avoir comme ça des recettes supplémentaires permet d'accélérer le processus de numérisation et donc permet à l'INA de mieux remplir sa mission de diffusion des archives dont elle est dépositaire. Alors on ne peut pas dire dans ce domaine que l'État français, que la France, disons, est en retard par rapport à d'autres pays. Loin de là. Si l'on regarde les bilans d'autres États, au niveau des actifs immatériels, on constate qu'au Danemark, en Italie, en Grande-Bretagne, en Corée du Sud, pour prendre quelques exemples, les actifs immatériels représentent moins de 2% du bilan de ces États. Et ailleurs, rien. C'est vraiment un terrain vierge, immatériel et vierge. Alors il ne faudrait pas tomber dans l'excès inverse. Et vous voyez, depuis notamment ces toutes dernières années, fleurir des études sur
les actifs immatériels représentent 60-70% de la valeur des sociétés cotées, les valeurs immatérielles de l'État américain représentent plus que l'ensemble de son PNB, etc. Bon. Il faut être conscient que ces études, si vous regardez au-delà du titre de ces études, reposent toutes sur des erreurs conceptuelles majeures, sur lesquelles ce n'est pas l'objet de cette discussion aujourd'hui, et comme le reconnaissent certaines des personnes responsables de ces études à qui j'ai fait part de ces commentaires, c'est avant tout des outils de propagande marketing. Alors, comme vu à la télé donne une notoriété, on cite un chiffre et on croit qu'ensuite ça a de la valeur. Bon, je voulais simplement faire une petite parenthèse sur ce sujet. L'immatériel est important, mais on ne sait pas quantitativement combien. Si je regarde, on a fait une étude dans le cadre de la commission Lévy-Jouyet que j'évoquais en introduction. On a regardé ce qui se passait dans d'autres pays en matière de valorisation ou de gestion de ces actifs immatériels. J'y reviendrai, mais j'insiste d'ores et déjà, aucun pays n'a mis en place une gestion de ces actifs immatériels. Nous n'avons trouvé que 2 exemples sur une enquête menée dans 38 pays par les différentes ambassades de France, que 2 exemples où il y a eu une certaine sensibilisation au sujet. L'État de Californie, et je dis bien l'État de Californie, je ne dis pas le gouvernement fédéral américain. L'État de Californie a fait depuis l'an 2000 3 tentatives de mettre en place une gestion de ses actifs immatériels. Au fur et à mesure des échecs, puis pour l'instant rien n'a fonctionné, au fur et à mesure des échecs, leur ambition a décru, et leur dernière ambition, j'ai rencontré le parlementaire en charge de l'amendement parlementaire qu'il a déposé, c'est simplement de faire un recensement. Bon. Et même ce simple recensement, pour l'instant, n'a pas dépassé le niveau d'un projet de loi, une proposition de loi déposée. Il semblerait que le gouverneur Schwarzenegger ait plus d'attention portée à la défense de sa marque et de son nom propre qu'à celle des actifs de l'État de Californie. Le seul autre État intéressant, véritablement, c'est au Royaume-Uni. Le ministère de la Défense britannique. Au niveau du gouvernement britannique, dans son intégralité, rien n'a été fait. Mais le ministère de la Défense britannique, parce que le vice-ministre est personnellement intéressé par le sujet et qu'il s'est donné les moyens de le faire, il a mis en place une équipe de 30 personnes, en général des MBA recrutés à l'extérieur, uniquement dédiés à la gestion des actifs immatériels dépendant du ministère de la Défense britannique. Alors, quelques exemples qu'ils nous ont donnés. Ils ont déposé le logo de la Royal Air Force, ce qui fait que, dorénavant, quand les marchands de jouets veulent mettre le logo, eh bien, ils doivent payer. Autre exemple, ils ont développé une politique extrêmement active en matière de location d'espaces dépendant du ministère de la Défense britannique pour le tournage de films. Ça leur rapporte, ils ont commencé il y a 18 mois, bon, ça leur rapporte environ 1 million d'euros par an. Et avec une attitude extrêmement proactive. Ils n'hésitent pas à vanter le mérite de ces lieux, à l'abri des bruits, des nuisances visuelles ou sonores, à indiquer qu'ils peuvent banaliser les bâtiments militaires pour les besoins des réalisateurs, etc. Troisième exemple qu'ils ont réalisé également au cours des 2 dernières années, l'armée de terre britannique a fait mettre au point par un industriel une chaussure d'entraînement pour les troupes. Cet industriel a souhaité commercialiser cette chaussure en indiquant utilisée par l'armée britannique, ce qui donne un plus en matière marketing. Tout à fait d'accord, moyennement des royalties de 25%. Voilà quelques exemples. En France, donc, en 2006, la commission sur l'économie de l'immatériel, qui a été présidée ou co-présidée par Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet, avait pris acte de cette méconnaissance de l'existence et de la valeur des actifs immatériels et avait souhaité les valoriser et sensibiliser l'administration comme les gestionnaires publics à cette valeur. Et donc, à la suite de ce rapport, et dans le cadre des propositions que nous avions faites au ministre, celui-ci a décidé de créer une agence du patrimoine immatériel de l'État, API,
de façon à l'en faire l'un des axes de la modernisation et de la valorisation des actifs immatériels de l'État. Alors, comme vous voyez ici, un calendrier, ça a été fait vraiment extrêmement rapidement, comme quoi l'administration est parfois capable de réagir très vite. Fin 2006, remise du rapport. Dès la fin 2006, j'étais chargé de la préfiguration de cette agence, qui a été créée par un arrêté du 23 avril et des décrets du 15 mai 2007. Le temps de recruter les premières équipes, donc nous sommes opérationnels depuis début septembre 2007. L'API est un service à compétence nationale, rattaché aux 2 ministres de Bercy. Je vous prie d'excuser, mais ça n'a pas une mise à jour du titre du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi où il faudrait lire ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Par ailleurs, nous avons des correspondants dans chaque ministère et nous avons à côté de nous un comité d'orientation stratégique où sont représentés d'une part les secrétaires généraux des principaux ministères et également des personnalités qualifiées françaises ou étrangères. Alors, compte tenu de la jeunesse de notre agence, nous n'avons pas encore trouvé de personnalités qualifiées étrangères à attirer, ça viendra plus tard, mais en tous les cas, notre décret de création nous a permis d'envisager ce cas. Et je dirais qu'ainsi se met en place un changement majeur dans l'environnement public. C'est ce que je qualifierais d'une nouvelle génération d'idées, celle dans laquelle un État cherche à vouloir protéger et valoriser son propre patrimoine immatériel, qui est donc l'expression même de la richesse nationale. Et encore une fois, c'est une première mondiale. Alors, 3 objectifs stratégiques ont été assignés à cette agence. Premier objectif, optimiser l'impact de la gestion du patrimoine sur l'ensemble de l'économie française. La diffusion des données publiques, etc. Deuxième objectif, tirer parti d'une meilleure valorisation de ces actifs afin de mieux moderniser les actifs publics et éventuellement contribuer au désendettement de l'État. Et je voudrais bien insister sur un point ici, parce que parfois certains commentaires relèvent de l'incompréhension. Il ne s'agit en aucune façon de vendre les actifs. Ce n'est pas une politique de cession d'actifs, c'est une politique de valorisation. L'État reste propriétaire de ses actifs. Simplement, lorsqu'un usage doit être fait de ses actifs par des tiers, s'ils en tirent un bénéfice commercial, l'État doit être intéressé. Mais il ne s'agit pas d'une cession. Contrairement aux actifs matériels immobiliers, par exemple, où il y a une politique d'optimisation et de cession de certains actifs. Troisième objectif stratégique qui n'est pas toujours évident, il s'agit de prémunir l'État et les usagers que nous sommes tous contre d'éventuels risques de confusion, voire de détournement. On le sait notamment dans le domaine culturel, les noms de domaine qui s'appuient sur des noms qui appartiennent à la France pour vendre d'autres choses. Il y a aussi le cas, par exemple, je citerai le cas, sans rentrer trop dans les détails, d'une grande administration centrale de Bercy, du ministère des Finances, qui a changé de nom au début de ce siècle, au début des années 2000, et qui est très connue par son sigle, et qui est une direction qui définit les règles du jeu qui concernent un peu tous les Français. Qu'est-ce que l'on a constaté? Peu de temps après l'émergence de ce sigle et de cette nouvelle direction, eh bien, un cabinet de consultants privés a pris ce sigle comme nom. Je vous rassure, j'ai vérifié. Aucun des noms des partenaires fondateurs de cette agence de consultants ne justifie que c'est les initiales utilisées. Simplement, quel est l'objectif? C'est que des entreprises moyennes, les grandes savent de quoi il s'agit, les entreprises moyennes qui ont un sujet de ce type à résoudre, ils vont se dire, ah,
peut-être que ce cabinet de consultants a un lien avec l'administration, a une meilleure information, je serais peut-être mieux servi et mieux protégé. Voilà un exemple de confusion entretenue légalement, puisque le nom n'a pas été déposé de la direction, dans l'esprit éventuel du public ou des consommateurs. Inversement, si je regarde API, A-P-I-E, bon, si vous faites une petite recherche sur Google, vous tomberez sur il y a d'autres API, et notamment il y a l'Académie de la plaisirologie et de l'intelligence émotionnelle. Alors, je vous rassure, c'est au Canada, bon, mais je crois que c'est un très beau programme et je ne doute pas que tous les collaborateurs de l'API en France aient le plaisir et l'intelligence émotionnelle de travailler pour une meilleure valorisation des actifs publics. Le champ d'action de l'API couvre l'ensemble des actifs immatériels de l'État, des établissements publics et des collectivités territoriales, dans des conditions pour ces dernières un peu différentes des autres. Le principe général de l'action de l'API, c'est orienter et accompagner sans déposséder. Il est fondamental de ne pas se substituer aux gestionnaires publics. Bon, la première des raisons, c'est que d'abord, on ne sait pas le faire à leur place, et surtout, on les démotiverait. Et enfin, il nous faudrait une armée espagnole pour arriver à gérer directement gérer l'ensemble des actifs publics. Donc nous sommes là pour les inciter, pour leur apporter une assistance technique, une expertise, pour éventuellement les tenir par la main, pour mettre en place un certain nombre de choses, mais non pas pour le faire à leur place. C'est bien une répartition des rôles, une complémentarité entre les gestionnaires publics qui auront à le faire, et nous qui les aidons à le mettre en place et à préparer le terrain. En outre, comme je disais au départ, ce n'est pas le cœur de métier de l'administration de gérer ces actifs. Donc, s'ils se lancent dans ce secteur, dans cette activité, avec toute l'aide qu'on peut leur apporter, à un moment donné, il faut qu'ils mobilisent des ressources humaines. Il faut qu'ils s'impliquent, il faut qu'ils investissent dans ceci, au sens moral et humain du terme. Et donc, des motivations financières ont été prévues. L'argent est le nerf de la guerre, tout le monde le sait. Des incitations financières ont été prévues pour mieux motiver les gestionnaires publics à s'engager dans cette voie. C'est ainsi que les recettes nouvelles générées par cette gestion des actifs immatériels, eh bien, 100% de ces recettes nouvelles viendront au gestionnaire public en plus de son budget normal. Autrement dit, s'ils arrivent à dégager des recettes grâce à cette gestion, eh bien, budgétairement, on ne va pas leur enlever de l'autre côté. C'est donc en plus, c'est bien générer des moyens supplémentaires pour mieux faire leur travail. Par ailleurs, l'autre incitation financière, c'est que les frais, directs ou indirects, pour la mise en place de cette politique de gestion, que ce soit les frais de fonctionnement de l'API, de l'expertise qu'on leur apporte, ou les frais générés par les appels à des experts extérieurs, pointus sur ces différents sujets, bien, tous ces frais sont pris en charge par le budget de l'API, autrement dit par le ministère que je qualifie des Finances, bien que celui-ci n'existe plus formellement. Donc, je pourrais, en quelque sorte, synthétiser ces missions avec les 3 C, 3,5, communication, conseil et éventuellement création de partenariats en tant que de besoin lorsque des gestionnaires publics nous demandent de les accompagner de bout en bout dans la mise en place d'une gestion d'un actif immatériel donné. Alors, dans ce cadre, nous nous sommes fixés 2 ordres de priorité. D'une part, des actions de fond, dans la durée. Première d'entre elles, bien sûr, c'est la sensibilisation des administrations et des gestionnaires publics à l'existence et à la valeur de ces actifs immatériels. Il faut aussi, comme action de fond, envisager le recensement, la comptabilisation, la valorisation comptable, la comptabilisation de ces actifs. Et à cet égard, pour définir un recensement ou une comptabilité, il faut avant tout définir une méthodologie et un périmètre. Méthodologie qui n'existe nulle part dans le monde,
plusieurs pays ont commencé, et je dis bien commencé, à réfléchir sur une méthodologie. Aucune méthodologie n'existe aujourd'hui, ni dans le secteur public, ni dans le secteur privé. On peut dire que la marque Coca-Cola ou IBM ou Pepsi-Cola ou ce que vous voulez représente des dizaines de milliards de dollars, par exemple. Mais cette valeur n'existe pas au bilan de ces sociétés-là. Parce que personne ne sait comptabiliser un actif immatériel, sauf si c'est à l'occasion d'une transaction. S'il y a un acheteur et un vendeur, ben voilà, ils se sont mis d'accord sur un prix. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, personne ne sait faire. C'est un axe de réflexion, je dirais pas universel, mais enfin très répandu aujourd'hui dans les pays au niveau national des pays ou dans les universités ou les centres de recherche pour savoir comment définir une méthodologie en la matière. Donc c'est ce que j'appelle, pour ça que je dis, c'est une œuvre de long terme et voire de longue haleine qui, en France notamment, doit s'exercer aussi, d'une part en liaison avec la comptabilité publique française pour avoir une meilleure vision du bilan de l'État, mais également avec l'INSEE dans le cadre de l'élaboration des comptes nationaux. Donc c'est la première priorité des actions de fonds à long terme. L'autre priorité sont des réalisations à court terme, qui ont été choisies pour leur côté exemplaire et en même temps pour leur diversité. Il s'agissait, en choisissant quelques projets, de montrer aux administrations qu'il y a quelque chose à faire, on peut le faire, et ça marche. Comme je vous disais, on a commencé en septembre 2007. À aujourd'hui, on travaille à peu près sur 45 projets différents. Et on est amené à en refuser un peu tous les jours parce qu'on ne peut plus faire face. Je ne rentrerai pas dans le détail de tous ces projets, mais je crois qu'on peut les classer en 4 grandes catégories. Première catégorie, c'est la valorisation des données et du patrimoine audiovisuel. L'INSEE, par exemple, a des bases de données. Certaines d'entre elles sont payantes, pas beaucoup, dans des conditions qui remontent à Mathusalem. D'autres, la plupart, ne sont pas payantes. Bon, une politique doit être définie en la matière. Ce qui me permet aussi d'insister sur un point, pour éviter toute confusion. Quand je parle de données publiques, ici, bon, il faut distinguer l'accès aux données de la réutilisation des données. Et on n'insistera jamais assez sur cette distinction à faire, parce qu'il y a souvent confusion dans certains commentaires entre les deux, à tort ou à raison, enfin, volontairement ou involontairement. L'accès aux données publiques, c'est finalement la contrepartie du pouvoir régalien de l'État, et donc il est d'accès gratuit, et c'est normal, et on ne cherche pas à le remettre en cause. Vous devez pouvoir avoir accès aux informations normalement. Par contre, la réutilisation à usage commercial, c'est une autre histoire. Il n'y a pas de raison que la France, par l'ensemble de ses représentants et de ses composantes, ait contribué au financement de données qui vont être ensuite utilisées commercialement par quelques-uns, sans que l'ensemble de la France en bénéficie d'un certain retour. J'évoquerai un exemple. Le recensement national. Bon. Je ne parle pas là des chercheurs. Hein. Le recensement national, bon, il est connu. On y a accès. Très bien. Il est mis gracieusement à disposition des instituts de sondage pour qui c'est la matière première de leur travail. Les mêmes instituts de sondage qui vont faire payer chèrement et grassement le résultat de leurs travaux fondés sur des données qui sont mises gracieusement à leur disposition. On peut s'interroger si c'est tout à fait normal. Or, des données publiques, l'administration, je dirais, par définition, en génère des tonnes et des tonnes. Si on prend dans le système de l'éducation, hein, vous savez très bien que pendant des années, le ministère de l'Éducation n'était pas capable de mettre à disposition l'accès aux données de résultats du bac, par exemple, et donc avec un accès public, donc les donnait à des sociétés privées qui faisaient payer.
Bon, maintenant on peut se poser la question, maintenant que l'éducation nationale est capable de faire directement, peut-être faire payer, selon un certain tarif, une certaine politique commerciale, ceux qui par ailleurs veulent l'utiliser commercialement, etc., etc., etc. Documentation française, ministère de l'Agriculture, par exemple, le ministère de l'Agriculture a un fonds photographique. 400 000 photos à peu près, non valorisées. Alors bien sûr, il y a des photos d'intérêt, je dirais, commercial mineur. Je ne veux pas pour autant mépriser la France rurale, mais il y a des photos un peu quelconques. Mais il y a aussi des fonds photographiques comme le fonds Marshall, qui ont une extraordinaire valeur et qui intéresseraient des agences photographiques pour des usages commerciaux, j'insiste bien. Il n'y a pas de raison de ne pas les valoriser. Ça permet de générer des moyens pour mieux numériser les photos, le fonds photographique existant qui aujourd'hui meurt progressivement. Donc ça c'est la première catégorie, valorisation des données et du patrimoine audiovisuel. Deuxième grande catégorie, c'est la valorisation du patrimoine historique et des lieux particuliers. Je citais tout à l'heure comme exemple le ministère de la Défense britannique et sa politique de tournage de films. Le ministère de la Défense français, c'est la même chose, sauf qu'ils ne faisaient pas payer. Ils étaient contents d'avoir leur nom au générique en remerciement. Bon. Alors, dans le meilleur des cas, ils étaient peut-être payés 300 ou 400 ou 500 € pour 3 jours de tournage. Donc, voilà, nous avons mis en place une politique commerciale, une politique tarifaire, et au lieu de 400 à 500 € pour 3 jours, ce sera peut-être 4000 par jour. Et il ne faut pas croire que le marché, les utilisateurs privés, ne sont pas d'accord pour payer. Nous les avons tous vus dans tous les sujets que j'évoque. Bien sûr, ils sont d'accord pour payer. Ça fait partie du modèle économique dans lequel ils vivent tous les jours. Et à la limite, presque, ils espèrent que l'État fasse payer de façon à éviter que de nouveaux entrants puissent venir dans des conditions qui ne sont pas économiques. Ministère des Affaires étrangères et européennes, voilà, les grands salons du Quai d'Orsay. Il y a des gens, des sociétés veulent pouvoir les louer pour en faire des événements de prestige. Voilà, bon, ça vaut 50, 70 000 € par soirée. Quelques soirées dans l'année, ça paye le coût d'entretien du bâtiment. J'ai eu tel ambassadeur de France à l'étranger qui me dit je dispose dans le patrimoine français dans ce pays-là d'un magnifique lieu, au point de vue historique, au point de vue environnement, que tel grand groupe veut pouvoir utiliser pour des événements internationaux. Et il me demande, voilà, quelles conditions puis-je demander, puisqu'on me le demande. Je lui dis, combien vous demandez d'habitude, monsieur l'ambassadeur? Il me dit, je cherche à couvrir mes frais, donc je ne peux pas faire plus, et donc je demande 500 € pour la soirée. Bon, on lui fait une étude de marché, on lui dit non, c'est pas 500, c'est 16 000, hors prestation. Il me dit, vous pensez pas il était très volontaire, hein. Il me dit, vous pensez pas quand même que 10 000, c'est déjà pas mal, parce qu'après tout, c'est le prestige de la France d'accueillir ces événements de grands groupes internationaux. Je lui dis, mais pas du tout. C'est le prestige de l'entreprise de montrer à ses cadres qu'elle peut les accueillir dans un tel lieu. Donc il a demandé 16 000, sans discuter, il a eu 16 000, et depuis, il y a déjà 3 autres groupes qui ont payé 16 000. Bon. Ce qui me permet aussi de souligner un point, c'est que l'État étant l'État et pas un acteur privé, il ne peut pas faire un tarif à la tête du client. Donc il ne peut pas dire, vous êtes riche, vous avez payé 50 000, vous êtes moins riche, vous n'avez payé que 5 000. Pour un même usage, ce doit être le même tarif. Bon, ça, c'est quand même une contrainte forte. Et voilà, on y arrive. Troisième grande catégorie, la valorisation de marques et de savoir-faire. Les Saint-Cyr au Qatar, les Qataris veulent construire une école militaire à Saint-Cyr, veulent construire une école militaire au Qatar qui s'appelle Saint-Cyr, qui est le concours d'entrée de Saint-Cyr, les enseignants de Saint-Cyr, le concours de sortie de Saint-Cyr et le diplôme de Saint-Cyr. Très bien, c'est un peu comme le Louvre. Eh bien, nous le valorisons, c'est encore de discussion, donc je n'entre pas dans les détails, mais voilà, on est très proche du Louvre. Certaines universités ont des produits dérivés, dans des conditions qui ont été signées il y a 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, dont la mémoire a disparu, d'ailleurs on les découvre en regardant un peu dans les dossiers, etc. Le ministère de la Culture a beaucoup de noms
à déposer, à protéger. Il faut voir que le Louvre n'a déposé son nom qu'en 2002. Et que Paris n'a déposé son nom qu'en fin 2006. Dernière grande catégorie, c'est pas un fourre-tout, mais c'est ce que j'appelle les projets transversaux, c'est-à-dire ceux qui concernent vraiment tout le monde dans le secteur public. Tout d'abord, c'est la gestion des droits de propriété intellectuelle dans les marchés publics. Si vous regardez les clauses générales des marchés publics, la notion de droit intellectuel, de propriété intellectuelle, n'existe pas. Alors même que l'État génère des droits de propriété intellectuelle. Évidemment, si ça n'existe pas, ça veut dire que quand on passe les marchés, on oublie d'en tenir compte. Et il n'y en a qu'un seul qui reçoit, c'est le contractant et pas l'État. Quelques exemples, après tout Bercy est un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Quand le nouveau bâtiment de Bercy a été créé, donc l'architecte c'est Chematov, tous les droits photographiques reviennent à Chematov et pas au ministère qui a pourtant payé le bâtiment. Donc, je dis bien les droits photographiques, c'est les droits pour un usage commercial. On parle toujours d'usage commercial en matière de ce droit. Si vous prenez une photo de la Tour Eiffel de jour, ça fait partie du domaine public. Si vous prenez une photo de nuit avec l'éclairage, ce n'est pas la ville de Paris qui perçoit des droits, c'est l'éclairagiste qui a déposé le modèle, etc. Pour la pyramide du Louvre, le Louvre étant un peu plus sensible, ils ont réussi à faire 50% pour paye, 50% pour eux. Alors que les normes internationales, c'est plutôt 10% pour l'architecte et 90% pour le maître d'œuvre. Pardon, le maître d'ouvrage. Voilà, donc il y a à modifier ces clauses, on travaille dessus. Autre sujet transversal, comme autre exemple de sujet transversal, l'ouverture à la publicité des sites publics. On voit que l'INA, Météo France, l'IGN ont de la publicité. Mais en dehors de ça, il n'y en a pas. Et donc, il y a des choses à faire. Et il ne faut pas se dire, on va avoir n'importe quoi, il y a des risques. Non, l'expérience montre des établissements publics qui ont mis en place qu'on peut très bien contrôler dans d'excellentes conditions ce qui est mis en ligne avec des agences, des régies publicitaires, et qu'il n'y a aucun débordement, et que ça peut rapporter très gros. Autre exemple aussi, on s'est aperçu, juste avant Noël d'ailleurs, que la France était à peu près le seul pays à ne pas avoir un portail d'entrée à son nom. L'Allemagne a Deutschland.de, l'Espagne, l'Italie, le Brésil, l'Inde, le Canada, la Grande-Bretagne, les États-Unis ont tous des portails d'entrée à leur nom. La France, non. Voilà. Donc, aussitôt vu, aussitôt fait. Donc, il y a un portail maintenant, France.fr. Alors, je vous rassure, c'est pas la peine d'aller vraiment voir dessus. Pour l'instant, il est en construction. Donc, on a mis simplement le logo de la Marianne et le site en construction. Mais en tous les cas, on l'a ouvert, on l'a protégé. Donc, voilà des exemples de projets sur lesquels nous travaillons et qui avancent. Et c'est ainsi une façon à nous de chercher à créer de la valeur pour l'économie française et pour la France. Et dans ce contexte, donc encore une fois, c'est vraiment l'API qui est en première ligne dans la valorisation et la gestion de ses actifs. Nous sommes aujourd'hui à 22 personnes. J'ai un budget d'une trentaine, donc je continue à chercher à recruter, avis aux intéressés, entre guillemets. Bon. Et je dirais, pour conclure, que finalement, s'il devait y avoir une devise de l'API, ce serait valoriser pour mieux servir. Merci. Bravo. Donc, je remercie Claude Rubinovitch et je pense qu'il va y avoir de nombreuses questions sur ce sujet qui, en fait, pour bien des spécialistes, est quand même nouveau. Même pour des non-spécialistes. Oui, pour des non-spécialistes encore plus, mais même pour les spécialistes, il est nouveau, résolument. Alors, Bernard Bois. Oui, monsieur, j'ai pris le train en marche tout à l'heure, mais vous avez évoqué le sujet d'Abu Dhabi. Oui. Ce qu'on vend le nom de Louvre à un pays étranger, on vend le nom, mais il y a un contenu, c'est pas vide de substance. Donc il y a des prêts à long terme ou à court terme. Qu'on va-t-on prêter à Abu Dhabi? On ne vend pas que le nom. Il y a quand même, on parle beaucoup, il y a le livre de Didier Rickner,
Et puis, l'attribut de l'art qui avait évoqué ce sujet, il avait fait campagne contre ce projet. Donc je cite Didier Richner parce que je connais bien ses propos. Alors, et puis il était venu ici présenter voilà. son... Alors je voulais savoir quel est le but pour Abu Dhabi, c'est un sujet, on ne prête pas, n'oublie pas que le nom, on prête quand même du matériel, des tableaux, pour combien de temps, pour des années, pour 6 mois, 3 ans? Alors, pour ce point, il faut bien distinguer, je l'ai un peu dit, mais vous n'étiez pas encore là. Donc, je reviens là-dessus. Il y a deux choses différentes. Il y a l'usage du nom et les prestations. L'usage du nom, et rien d'autre, c'est 400 millions d'euros. Les prestations sont rémunérées en tant que prestations. Et dans les prestations, il y a la formation de conservateurs locaux, il y a l'aide à la décision, il y a l'aide à la mise en place d'une politique de gestion d'un musée, et il y a également des prêts d'œuvres. Il ne s'agit en aucune façon de vendre des œuvres. Des prêts d'œuvres qui ne doivent pas dépasser 2 ans au maximum. Et tout ça, c'est public, hein, il n'y a pas de secret là-dedans, c'est même publié au journal officiel. Puisque l'accord entre États a été publié au journal officiel. Ces prêts, ils ont toujours existé à l'intérieur du monde, dans le monde. Tout à fait. Quand la Joconde est allée au Japon, ce fut un prêt. Alors, qu'il y ait en face une rémunération, ben, tant mieux. Ça donne des moyens au Louvre ou au musée français de mieux rénover, préserver leurs œuvres. Je ne vois pas où est le problème, là. Les prêts ont toujours existé. Et là, c'est un prêt. Simplement, cette fois-ci, les prêts donneront lieu à une rémunération pour un service rendu. Mais des prêts à long terme? Mais les prêts maximum 2 ans, ils existent toujours. Ils ont toujours existé. Le musée Rodin a contribué à la création d'un autre musée, je crois qu'il s'appelle Rodin, mais je ne vous garantis pas, d'un musée. Ils ont tout apporté au Brésil. Bon, à l'époque, ils ont fait ça gratuitement. Ils prêtent des œuvres. Personne ne va se faire l'écho s'ils ont été prêtés 3 mois ou 6 mois. Là, on a un problème d'enjeu de certains conservateurs qui portent bien leur nom sur ce sujet, alors que les mêmes sont prêts à demander de l'argent pour mieux rénover ou entretenir leurs locaux. Si on dit, comme on l'entend parfois, mais l'œuvre culturelle n'a pas de prix, ce qui veut dire qu'on ne fait pas payer, ben, j'attends de voir pourquoi l'ensemble des conservateurs n'est pas pour la gratuité d'entrée dans les musées. Si on accepte que le public paye pour entrer, c'est bien que les valeurs, la vision d'œuvres culturelles a un prix, a un coût. Il faut bien que la collectivité le prenne en charge, ce coût. Si on a, à l'occasion de prêts, d'autres entités qui sont prêtes à payer, eh bien tant mieux, ça nous donne des moyens supplémentaires. Les 400 millions qui ont été octroyés au Louvre pour l'usage de son nom seul, ils ont déjà reçu 150 millions en acompte. Ces 150 millions vont permettre de rénover une aile du musée sans laquelle ils n'auraient pas pu mettre en place cette rénovation. Donc ça génère des moyens supplémentaires. Il n'y a aucun abandon de souveraineté, il n'y a aucun abandon de propriété, ce sont des échanges. Alors, que les échanges soient gratuits ou payants, ils ont toujours existé. C'est ça que je soulignais. Mais est-ce que ces moyens vont permettre, à ce moment-là, étant donné les rentrées d'argent que ça suppose, permettre une ouverture vers une gratuité des musées, alors? Vous savez très bien qu'il y a 2 sujets différents. D'abord, une expérience est lancée depuis le début de cette année qu'un certain nombre de musées parisiens ont leur entrée gratuite, au moins pour les collections permanentes. Bon. Mais qui dit entrée gratuite dit un manque de recettes face à des coûts qui continuent de croître. Donc il faut bien que quelqu'un, quelque part, contribue au financement de ces coûts, au financement de nouvelles acquisitions, au financement du salaire des conservateurs qui protestent, du moins certains d'entre eux. Et je constate d'ailleurs sur ce point qu'après les premiers débats sur le Louvre Abu Dhabi, parfois entachés, il faut le dire très clairement ici, par certains, qui viennent d'entrer à l'Académie française par ailleurs, d'un racisme évident, et reconnu par l'ensemble des conservateurs devant lesquels ils sont exprimés. Mais au-delà de cet aspect des choses, il faut bien reconnaître que la valorisation du Louvre, en l'occurrence, a posé problème à certains d'entre eux. Mais on s'est aperçu que dans les mois qui ont suivi, quand les choses ont vraiment été concrétisées, eh bien, un certain nombre de conservateurs de musées de province se sont dit « Mais c'est pas bête, ça. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour développer mes ressources ?» Et ils ont développé des œuvres de mécénat et autres. Le mécénat, personne ne va protester. Pourtant, c'est le même concept. L'entreprise va payer. Évidemment, elle va avoir un avantage fiscal aussi. Mais elle va payer. Personne ne va protester. Simplement là, c'est un pays arabe, etc. Bon, je vous passe le détail.
Voilà l'état du problème. Ça donne des moyens supplémentaires sans qu'il n'y ait aucun abandon de propriété ou de droit sur les œuvres en question. Parce qu'en fait, il y a énormément d'œuvres qui sont dans les réserves des musées. Je connais notamment la réserve au musée d'Orsay de la collection Osbert, qui n'est jamais montrée au public. Ça serait peut-être le moyen de faire connaître des œuvres qui ne sortent jamais dans nos musées, qui sont dans les réserves à ce moment-là. Mais il y a tous les cas de figure. Quand on prête la Joconde, ça ne veut pas dire qu'on prête que des œuvres qui sont dans les réserves du Louvre. On l'a prêtée, la Joconde, elle a voyagé. Ouais. La Statue de la Liberté, elle a voyagé à Tokyo, par exemple. Voilà. Personne n'a protesté. Personne. Oui, parce que Bernard Bois fait référence à Didier Rickner, qui a un magazine qui marche très bien, qui s'appelle La Tribune de l'Art, et qui en effet a suivi le mouvement de Françoise Cachin, oui, qui avait fait une pétition. Moi, j'ai signé complètement contre, j'ai trouvé ça complètement ridicule, parce qu'en effet, je crois qu'ils avaient une méconnaissance, ou c'est de la mauvaise foi de la part des conservateurs, ou c'est une méconnaissance historique incroyable, parce que déjà du temps de Malraux, en effet, on a prêté la Joconde, on a toujours prêté les œuvres d'art pour rien, et par ailleurs, n'oublions pas que la plupart de nos musées, ça a d'ailleurs déjà fait l'objet de visioconférences, sont pleins d'art volé à tous ces pays. Alors, je pense que là, on est quand même dans une hypocrisie générale assez incroyable, quoi. Donc, je crois que l'idée, justement, notamment de vendre le nom du Louvre, enfin de louer le nom du Louvre, c'est très intelligent. Ça n'enlève rien à la France. Au contraire, ça donne envie aux gens de l'étranger de venir voir le Louvre à Paris. Ça nous enrichit à tout point de vue. C'est un moyen d'échange. Oui, tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Alors, Jean-Jacques Launay, qui est donc historien d'art. Je pense que je ne suis pas du tout en contradiction avec ce que vous dites, ni opposé, mais je pense pour essayer de comprendre l'attitude d'un certain nombre de personnes qui se sont montrées très hostiles à ce louage du nom du Louvre. C'est parce que là, on touchait à une certaine conception un peu sacrée de la culture. Le musée, c'est un peu les églises de la société séculière. Ouais. C'est la dignité de la France, du pays, de sa culture. Nous sommes un pays un peu fier quand même de nos traditions culturelles. Et je crois que déjà voir des ambassades, par exemple, ou un ministère comme le Quai d'Orsay, louer ces salons, pas les prêter. Là, ça donne un relent mercantile à la République française, aux institutions, et ça laisse supposer, ça jette un soupçon sur la santé de ces institutions, puisqu'on a envie de dire ils en sont à brader, mais non, brader les salons. Brader, ça veut dire vendre. On ne vend pas. On ne vend pas. Mais simplement le fait de louer, c'est comme les châteaux, les aristocrates qui louent leurs châteaux pour des réceptions. Le regard sur ces locations n'est pas positif, même si des gens en profitent d'ailleurs pour organiser leur réception. Mais on dit c'est parce qu'ils sont tombés dans la panade qu'ils sont obligés de louer. Alors quand il s'agit des grandes institutions françaises, c'est un peu, je pense que pour certains ça a été jugé, ça a été ressenti comme quelque chose d'humiliant. Le symbole, et pas comme une avancée vers des relations internationales, une ouverture, une possibilité d'échange culturel. Oui, c'est pour ça qu'il faut des explications. En fait. Moi je crois. Oui, il faut faire attention. Et c'est pour ça que Claude Rubinovitch est là pour parler de cette agence, parce qu'elle fait un travail remarquable, et que bien qu'ici il y ait beaucoup de spécialistes de sciences, information, communication, en fait, elle gagne à être connue encore. Hein. Donc, pour comprendre, parce que même la notion de l'immatériel, bien que nous soyons nous assez spécialistes de l'immatériel, la notion même, on en discutait avec Gilbert Sol, avec l'équipe, n'est pas évidente. Hein. Donc c'est bien de l'expliciter. Monsieur Petit? Non, oui, monsieur je peux. Oui, bien sûr. Bernard Debray, oui. Oui. Vous avez fait référence au privé, en l'occurrence. Et c'est vrai que le privé n'est guère plus avancé dans cette réflexion et dans la valorisation des actifs immatériels. Je voulais le souligner. Il existe depuis 2 ans un observatoire donc des actifs immatériels dans le domaine privé. Cet observatoire tient sa 2e journée pour faire un point justement d'avancement sur ses travaux et sur les réflexions d'un certain nombre d'associations professionnelles représentant chacun des métiers de l'entreprise. Elle aura d'ailleurs lieu très prochainement puisque c'est le 2 juillet, je crois. Donc c'était simplement pour souligner effectivement que et féliciter en l'occurrence l'État
d'avoir cette réflexion, je dirais, en même temps que l'entreprise. On dit toujours que l'État est un petit peu en retard, mais les problématiques sont les mêmes, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on se pose véritablement des problèmes sur savoir si certains actifs doivent être valorisés, et ça choque un certain nombre de responsables dans l'entreprise. Donc on se retrouve au fond dans la même problématique, parce qu'effectivement on est dans un virage là qui ne fait que commencer, quoi. Il est clair que l'Observatoire de l'immatériel, donc qui est démarré l'année dernière, je suis intervenu lors de leur première réunion, la première session en juillet 2007. Je suis intervenu. Bon, je n'ai pas souhaité intervenir cette fois-ci parce que j'ai pas de choses à dire de plus. Le directeur financier du Louvre qui intervient. J'étais sur le programme initial et finalement ils interviennent avec le Louvre. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Je crois que ils commencent à réfléchir. Mais il est vrai, comme vous le soulignez à juste titre, que l'immatériel aujourd'hui est un sujet d'actualité majeure, comme je disais dans ma première phrase, qui intéresse tout le monde. La différence entre le public et le privé, c'est que l'État est riche d'une plus grande diversité et aussi d'une plus grande richesse en la matière, par définition. Mais c'est une problématique qui touche tout le monde. Alors M. Debré s'occupe beaucoup des rapports avec notamment la France et la Chine, avec le Sichuan, c'est ça, hein? Et en tant que naïve, je pourrais vous poser une question à tous les deux. Est-ce que vous pouvez donner une définition du goodwill ou de la survaleur qui correspond donc à la valeur immatérielle d'une entreprise? Parce que c'est pas évident de l'expliquer justement à quelqu'un quand on dit qu'une entreprise ou même une institution a cette survaleur immatérielle. Moi, ce que je peux simplement dire, c'est qu'on ne peut pas globaliser, hein. Il n'y a pas une survaleur, il y a au fond une succession de valeurs qui doivent être identifiées au niveau de tous les départements de l'entreprise, sur des aspects de marque, bien évidemment. Ça, c'est encore peut-être le plus connu, hein, mais voilà, c'est... On l'a dit, Claude Robinovich l'a dit, les brevets, par exemple les fonds de commerce, les portefeuilles aussi. Oui, les fonds de commerce, ça c'est considéré comme survaleur. C'est quelque chose de marchand, donc là aussi c'est déjà valorisé. Aussi, dans ce cas-là, immatériel. Mais au général, oui, mais ça, il y a des choses plus spécifique. J'ai un exemple, je ne citerai pas l'entreprise, et c'est dans le cadre en fait d'une réflexion de cette structure en termes d'intelligence économique. Donc on est dans un domaine un petit peu différent et d'attaque de fonds souverains, donc de fonds, on le sait, qui viennent de pays souvent disposant de moyens financiers importants, pétrodollars, etc., cette structure attaque donc un certain nombre d'entreprises en France et valorise ces entreprises, bien sûr, les valeurs classiques, hein, bilancielles, en fonction des éléments de chiffre d'affaires, enfin tous les chiffres qu'on a l'habitude d'utiliser, mais qui prend également en compte l'âge des cadres, le niveau de diplôme des cadres. Et il valorise tous ces aspects-là pour, en fait, connaître la vraie valeur de l'entreprise. Ou plutôt, la vraie valeur de l'entreprise ne comprend pas ces éléments-là, mais eux les valorisent. Oui, on est au niveau de la recherche, en fait. Voilà, on est déjà dans un comportement d'entreprise ou de fonds de pension, fonds souverains, qui va... en plus de la valeur même de l'entreprise, valoriser des choses que ces entreprises n'ont pas encore valorisées. Voilà. Donc on est bien dans ce virage. Alors sur la notion de goodwill, le goodwill se définit comme la différence entre le prix que l'on paye pour acquérir un établissement, une entreprise, et la valeur comptable de l'entreprise. Voilà, c'est comme ça qu'on peut définir le goodwill. C'est ça le goodwill, simplement. Ouais. D'accord. Bernard Bois, donc oui. Je voudrais revenir à vous une minute. Oui, il y a quelques mois, il y a un an je crois, la Chambre économique de Hong Kong avait fêté le rattachement de Hong Kong à la Chine et avait fait une réception pour commémorer cette date du grand salon d'apparat du musée d'Orsay. Donc ça c'était à l'époque de Serge Lemoine, donc ça rentrait tout à fait dans le jeu de votre action de l'API en fait. Donc le grand salon d'apparat du musée d'Orsay avait été loué à la Chambre économique de Hong Kong pour commémorer une date et un événement. En fait. Mais il est clair que les musées, pris individuellement, c'est-à-dire en tant qu'établissement public autonome et non pas en tant qu'État, les musées, notamment le Louvre ou le musée d'Orsay, ont depuis longtemps
une politique active de location Oui, des lieux tout à fait. à un tarif qui est en général le plus élevé de Paris. Oui. Et ça se justifie. Et personne ne va protester. J'ai jamais entendu un conservateur dire « Ah mais pourquoi on loue ce lieu 100 000 € la soirée ou je ne sais pas ». J'ai jamais entendu une protestation là-dessus. Bon. Bien sûr. Que le lieu, il n'y avait pas près de tableau. C'était le lieu pour son prestige d'apparat. Le lieu, et vous voyez bien les tableaux à cette occasion-là, vous déambulez dans les musées, vous avez bien les œuvres vous sont prêtées pour la soirée pour pouvoir les voir à titre privé. Même chose. C'est pas différent. C'est pas différent. Mais est-ce que la politique du nouveau conservateur, M. Cocheval, elle sera la même alors? À ma connaissance, les musées d'Orsay ou le musée du Louvre n'ont pas cessé de louer leur lieu pour des événements. Et quand le tournage du film Da Vinci Code s'est fait au Louvre, ça a été une révélation pour le Louvre, hein, je peux vous le dire, qui a quand même récupéré pas mal d'argent, personne n'a protesté là-dessus, encore une fois, et ça a conduit le Louvre à se lancer dans une politique active de promotion du lieu pour le tournage de films. Bien sûr. La ville de Paris gagne énormément d'argent, justement, avec ça, hein, avec la location de nos rues pour le tournage de films. Hein. Le directeur financier de la ville de Paris, actuel, donc a l'habitude de dire, dans les conférences où on est intervenus ensemble, qu'il a pris conscience de la valeur immatérielle quand il a pris sa fonction, et il s'est aperçu que juste en face de la mairie de Paris, il y avait une pharmacie qui allait s'ouvrir. Alors il y avait la pharmacie de la mairie, puis il y avait la pharmacie de la mairie de Paris. Et il s'est dit, mais attendez, la mairie de Paris, c'est moi, c'est pas eux. Et donc, comme ça, il a pris conscience de ça, donc effectivement, il a mis en place une politique active. La pharmacie ne s'appelle plus comme ça, ou ils ont dû payer, je ne sais pas, mais je crois qu'il ne s'appelle plus comme ça. Et il a pris conscience qu'il y a des choses qui appartiennent à la ville de Paris, et donc aux Parisiens. Vous savez qu'il y a eu un débat entre Paris plage et Paris et Touquet Paris plage. Bon, finalement, ils ont abouti à un compromis. Bon, voilà, chacun revendique ce qui lui appartient pour la meilleure santé économique, financière et donc administrative aussi de ceux qui en dépendent. Il faut rappeler que Chenonceau, qui est sans doute la seule ville en France, ou village, je ne sais pas ce qu'il faut dire, hein, la seule commune en France qui appartienne à l'État, dans sa totalité, bon, des rues au Chambord. Ah bon? Chambord, excusez-moi. Chambord. Chambord, ah oui, merci, oui, merci oui, d'accord. Chambord, Merci beaucoup. oui. Chambord, lapsus. Donc Chambord, qui appartient à l'État, a fait une exposition à la fin de l'année dernière de 200 produits qui se sont tous appelés d'une façon ou d'une autre Chambord, simplement parce que Chambord n'avait pas protégé son nom. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Voilà. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Oui, pardon. Oui. Ouais. Qu'en est-il du mot France? Est-ce qu'il y a le fait que ce soit un nom d'État, est-ce qu'il y a une Non, les noms géographiques ne peuvent pas être pris par quelqu'un. Ils sont protégés. De même, les noms de communes, en fait, le Code de la propriété intellectuelle leur fait un sort à part. C'est-à-dire que sans avoir besoin d'être strictement déposé, un usage qui serait contraire à la bienséance ou à l'intérêt bien compris de la ville est interdit. Donc il y a eu quelques contentieux à ce domaine. Vous avez Françoisie, vous avez... Oui, bien sûr. Bien sûr. Et qu'en est-il des noms de famille? Ça dépend quel usage en est fait. Oui, Vous êtes c'est ça. propriétaire de votre nom, mais ça dépend quel usage en est fait. Jusqu'à quel niveau, quoi. Ouais. Oui, enfin, il y avait, je crois que la première affaire qui était un peu un contentieux pour le droit à l'image, c'est l'affaire de ce puits en Auvergne qui était souvent photographié dans la nature, et les propriétaires de ce lieu ont fait un procès pour le droit à l'image dans les magazines comme Géo et autres magazines de voyage, parce qu'ils avaient exploité le lieu. Qui leur appartenait. Voilà. Et d'ailleurs, vous soulevez à cet égard un sujet intéressant sur lequel nous travaillons et qui concerne tous les ministères, c'est le droit à l'image des biens gérés par le public. Alors, je ne parle pas des droits qui sont, enfin des œuvres qui sont qui ne sont pas encore dans le domaine public. Parlons des œuvres qui sont dans le domaine public. On constate que les musées français ont une politique un peu spéciale, différente de la plupart. Excusez-moi, il ne faut jamais faire ici. Donc, les musées français font payer la prise de vue à l'unité de prise de vue. Donc c'est, mettons, 50 € pour prendre une vue à l'intérieur d'un musée. Je parle encore une fois de prise de vue commerciale. Hein. De prise de vue commerciale. J'éteins ceci et on n'en parlera plus. Voilà.
de prise de vue commerciale. Je ne parle pas de vous, moi, prenant une photo. On fait payer, je dirais, l'usage du mètre carré. Les musées britanniques, eux, ont une autre politique. Ils interdisent les prises de photos par les tiers. Seuls les photographes du musée prennent des photos, et ensuite les photos sont commercialisées et bien sûr rémunérées. On fait payer 50 € une photo. Ensuite, l'agence qui va prendre la photo va la commercialiser 80 € la photo, donc 50 000 fois la photo. Les Italiens ont changé leur loi au début des années 90 pour précisément changer les règles du jeu. Voilà un exemple où on pourrait mieux faire. Alors il y a deux choses, il y a le flux et le stock. Sur les nouvelles photos prises, il n'y a aucun texte à prendre. Il s'agit de la politique muséale, décidée par chaque conseil d'administration de musée, de dire, ben voilà, dorénavant, je fais payer au pourcentage de l'utilisation commerciale qui en est faite. Pour le stock, là, il faut un projet de loi, enfin, il faut une loi, donc on travaille dessus, donc je ne développe pas. Mais je dois dire que, de façon générale, la réutilisation des données publiques à usage commercial, son environnement juridique a totalement changé depuis 3 ans. À la suite d'une directive européenne de 2003, une ordonnance de 2005, qui traduisait dans le droit français cette directive, a rendu de droit la possibilité de réutiliser des données publiques. L'État ne peut pas s'y opposer, sauf cas de force majeure, sécurité nationale, sauf cas exceptionnel. L'État ne peut pas s'y opposer. Mais, en contrepartie, l'État a le droit de demander une rémunération qui couvre non seulement le coût de cette mise à disposition, mais peut inclure la rémunération du droit de propriété intellectuelle ainsi qu'une rentabilité raisonnable. Changement majeur. Alors, je dis bien, moi j'insiste sur rentabilité, d'autres vont insister sur raisonnable, mais à la fin des fins, il y a bien rentabilité. Et ceci est conforté en plus par une décision du Conseil d'État de juillet 2007 qui précise que l'État, pour service rendu, peut demander une rémunération proportionnelle au bénéfice commercial qu'en tire l'utilisateur. Vous voyez qu'on a changé complètement l'environnement juridique dans lequel l'État se mouvait jusqu'à présent, et qu'on peut avoir une rémunération fondée sur l'intérêt commercial qu'en tire le réutilisateur. Que ce soit des photos, des bases de données, ou quoi qu'autre. Et on peut rentrer, quand on met un lieu à disposition d'un producteur de cinéma, ou d'un réalisateur, pour tourner un film, pour tourner un clip publicitaire ou autre, jusqu'à présent, la plupart du temps, enfin dans le meilleur des cas que j'évoquais tout à l'heure, on lui a payé un petit quelque chose. On disait, ben voilà, vous occupez le domaine public. Mais pas du tout. Il ne faut pas le faire. Il faut le considérer comme ça. Il faut le considérer comme une prestation pour service rendu. Parce qu'on ne se contente pas de lui mettre les 3 mètres carrés à disposition. On va mettre de la sécurité, on va mettre de l'entretien, on va s'assurer que le lieu est libre d'autres utilisateurs publics, etc. Et dans ce contexte, eh bien, on entre dans la jurisprudence du Conseil d'État, rémunération au prix de marché. Et ça me permet aussi d'évoquer un autre point. On dit toujours le monde anglo-saxon est ceci, le monde anglo-saxon est cela. Et quand on dit le monde anglo-saxon, on considère les États-Unis et la Grande-Bretagne. On considère qu'en fait, dans ce domaine-là, il y a une totale divergence entre les Américains et les Britanniques. Dans l'un des deux côtés de l'Atlantique, et ça concerne aussi la France sur ce point-là, il est toujours d'usage de dire le public ne va pas faire concurrence au privé. Les Américains l'interprètent en disant si le privé sait faire, nous, on ne fait pas. Si le privé est capable de mettre un hélicoptère militaire à disposition d'un réalisateur de film, ben, l'armée américaine ne va pas le faire. Les Britanniques, c'est pas la même chose. On ne fait pas concurrence au privé, donc on fait payer comme le privé, au prix de marché. C'est ce qu'on essaye de mettre en place. On va arriver vers des choses un peu extrêmes. Il y a quelques années, je fais l'exposition, je pense, Vuillard au Grand Palais. J'avais fait un croquis d'un tableau de Vuillard, rapidement un croquis comme ça. Et il y a un gardien qui est arrivé qui m'a dit « Monsieur, c'est interdit, ou à moins que vous ayez une autorisation ». J'avais un carnet de croquis et il est venu me dire qu'il fallait arrêter de faire un croquis.
Finalement, il a été demandé à un supérieur qui lui a dit, bon, écoutez, laissez faire. Mais en fait, je faisais qu'un croquis, c'était même pas une photo. Mais on peut arriver vers l'escalade à ce moment-là de tout. Oui, mais sur l'exemple que vous citez n'est pas du tout lié à la valorisation des actifs en question. Vous savez bien qu'il y a encore très récemment, il était interdit, tout court, de prendre des photos dans les musées. Aujourd'hui, il est interdit de prendre des photos avec flash. Voilà, donc c'est simplement une évolution des mœurs, des technologies. Ça n'a rien à voir avec la valorisation en question. Monsieur Debray. Oui, alors on parle effectivement de valorisation et de commercialisation d'un certain nombre de choses. Vous parliez de données concernant l'INSEE ou de services divers, donc location d'espace, etc. Alors, quid de la formation commerciale de certaines institutions ou de l'évolution d'un certain nombre d'institutions qui jusqu'ici, au fond, n'avaient aucune action commerciale, prêtaient ou ne faisaient rien, pour aller demain vers la commercialisation. Ça nécessite de mettre en place du personnel, des compétences. C'est déjà le cas. Je sais pas, ouais. Dans les musées, c'est déjà le cas depuis au moins 10 ans. Il y en a pour certains, oui, pour certains ça existe. Je parle, oui, mais on allait au-delà. Enfin, on sait que certaines institutions, musées vont bien dans cette voie-là. Pour d'autres, ils n'en sont pas là du tout, quoi. Il y a pas du tout. Je pense. C'est une question qui est tout à fait d'actualité parmi les demandes de projets qui nous ont été formulées. Il y a un institut national, dont je ne citerai pas pour l'instant. L'Institut national voudrait développer une politique de formation professionnelle à l'égard de professions. Et ils ont demandé de définir avec eux une politique de formation et une tarification. Bien sûr. C'est normal. Non, là, ça veut dire mettre des moyens, ça veut dire faire des développements, des investissements. Et il faut savoir si en face, il y a un marché, parce qu'il faut déjà le définir, est-ce qu'il y a un marché? Et s'il y a un marché, quels sont les bons prix de part et d'autre? Oui, tout à fait. Dans le jeu. Et Gilbert Sol, au sujet donc de tous les trésors, et Bruno Bourret. Non, je ne plaisante pas, les trésors de savoir, de savoir-faire des universités. Et les problèmes de la fameuse université numérique qui en fait existe chez nous depuis des années et qu'on veut faire disparaître. Alors, vous pouvez nous en parler un peu? Oui, mais c'est-à-dire, enfin j'ai plusieurs thèmes à aborder puisque vous avez parlé, je suis tout à fait conscient de ce que vous avez indiqué, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, mais je pense qu'il y a déjà un changement de mentalité à avoir. Vous avez parlé tout à l'heure de publicité dans les lieux publics. Sur des sites publics. Sur des sites publics, oui. Alors nous avons essayé, Internet, il y a une vingtaine d'années, avec la formation continue, d'essayer d'installer des bornes sur Jussieu, justement qui est pour orienter, enfin je ne sais pas si vous avez trouvé facilement les locaux, donc pour essayer d'orienter, et on avait trouvé un moyen pour que ces bornes soient entièrement gratuites. Alors, évidemment, conseil d'administration, etc., on s'est fait taper sur les doigts, interdiction, puisqu'il y avait de la publicité qui était introduite sur les locaux de l'université. Et depuis, si vous remarquez tout autour de l'université, donc vous voyez très très peu de publicité. C'était il y a 20 ans, plus ça. Ouais. Et je vous dis, on avait donc essayé. L'autre chose, vous avez parlé donc de mise à disposition de locaux. Alors là aussi, nous avons des locaux, je ne sais pas si on peut considérer les locaux comme prestigieux, enfin peut-être pas prestigieux, mais fonctionnels. Nous avons les pires difficultés, si vous voulez, au niveau de notre administration pour faire admettre que ces locaux, nous pourrions les louer à des entreprises qui ne cessent de nous demander justement l'utilisation des locaux qui, malgré tout, sont techniquement relativement bien équipés. Là, nous avons de très grosses difficultés à faire admettre ça par nos supérieurs. Vous avez dit justement tout à l'heure au prix du marché. Alors là, je me pose quand même une question. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une concurrence déloyale? Puisque nous avons bénéficié, disons, d'aide de l'État ou de conseil régional pour équiper cette salle. Est-ce qu'on ne fait pas de la concurrence déloyale? À l'époque, c'était France Télécom, mais maintenant c'est d'autres opérateurs qui ont des locaux équipés et qui font payer quand même très très cher les locaux. Alors, déjà, c'est une des premières questions. Je vais peut-être répondre question par question. Voilà. Il y en a d'autres après. Sur la publicité, encore une fois, je parlais des publicités sur les sites Internet. Pour le reste, encore une fois, mais vous soulevez un point général, c'est que à la fin des fins, il y a un conseil d'administration, quelqu'un qui prend la décision, et que
eh bien, on est dans la phase, je dirais, de prosélytisme. Il faut faire porter la bonne parole, dire c'est pas se vendre, c'est mieux utiliser, c'est se donner de moyens supplémentaires pour mieux assumer ses fonctions premières. Vous savez tous qu'on a des budgets limités, que ce soit une entreprise publique ou privée, c'est le même problème, il y a toujours des budgets limités. Si on peut avoir des recettes de poche en plus, ça permet de mieux faire les choses. Donc, il faut convaincre, ça prend du temps. Certains sont convaincus, d'autres pas encore. Je suis optimiste, ça viendra. Sur le point de concurrence déloyale, je disais qu'il faut faire payer le prix du marché, c'est-à-dire ni plus ni moins. Donc l'État ne va pas payer moins cher parce que là ce serait mettre en danger ceux qui sont du marché dans le secteur privé. Il ne va pas faire payer plus cher parce que de toute façon ça ne servirait à rien, personne ne viendrait. Alors un argument qui a été donné plusieurs fois que j'ai entendu, c'est oui, l'État veut, le ministère de la Défense par exemple, veut mettre à disposition des tas de lieux nouveaux pour le tournage de films. Est-ce que ça ne va pas être prédateur par rapport aux lieux déjà existants, éventuellement appartenant au secteur privé? On parle avec les uns, avec les autres, avec les producteurs, avec Film France, avec le CNC, avec les réalisateurs. Bon, c'est pas ça qu'il y a une demande. On ne met pas exactement à disposition la même chose les uns et les autres. Donc c'est à l'utilisateur final de savoir ce dont il a besoin. Et pour ça, il va payer le prix qui lui paraît raisonnable. Je voudrais simplement ajouter, ne pas faire payer, c'est de la concurrence déloyale. Mais bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon. Ne pas faire payer ou faire payer pas assez cher, c'est de la concurrence déloyale. La vraie concurrence loyale, c'est de se mettre au niveau du marché pour une même prestation. Et ensuite, chaque utilisateur décide s'il est intéressé par venir dans une salle de Jussieu ou aller au Novotel du 13e arrondissement. Deuxième question. Alors, dernière question, enfin tout à l'heure, vous avez parlé évidemment de protéger des ressources, et en particulier de déposer des noms et des brevets. Or ça, souvent à l'université, on a des petits départements relativement indépendants, et c'est très... Enfin, vous savez que pour déposer un nom ou pour déposer un brevet, ça demande énormément de ressources. Alors la question est, est-ce que dans le cadre de la PIE, est-ce qu'il y a une aide pour justement déposer des noms, des projets, des éléments? Alors pour déposer des noms, d'abord ça coûte 225 € pour 3 classes et pour 10 ans, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Déposer un nom, chacun peut le faire. Deuxièmement, pour déposer un brevet, d'abord l'API n'intervient pas pour des particuliers, chercheurs ou pas chercheurs. On n'intervient que pour l'administration ou les établissements publics. Je parle de département de l'université. D'accord, donc l'université en tant que telle. Bon, on est dans une situation en France où les universités ou les centres de recherche, jaloux de leurs prérogatives et de leur territoire, ne veulent surtout pas mettre en commun des ressources qui seraient utiles pour jouer sur l'effet de masse. Des brevets. Les brevets, c'est clair que ça mobilise des ressources humaines, au-delà des ressources financières, pour pouvoir savoir faire des efforts de recherche, enfin une recherche d'antériorité s'il n'y a pas de brevet, s'assurer du suivi, d'un contentieux éventuel, ça suppose des ressources. Si chacun le fait dans son coin, il va mettre un type ou deux plus ou moins formés et avec des moyens limités qui ne pourra pas faire grand-chose. Bon, c'est ce que nous avons déjà critiqué dans un des rapports de l'Inspection générale des finances. Je veux dire, il y a des ressources à mettre en commun, mais encore faut-il que les uns et les autres arrêtent de se chamailler sur des problèmes de cloche-merle. C'est vraiment un dossier sur lequel la mise en commun de ressources est fondamentale. J'ai eu l'occasion d'aller à UCLA à Los Angeles, parler avec le président de l'université, dans le cadre voir un peu les valorisations. Bon, ils ont 10 campus et une unité centrale. Bon, ils ont commencé par mettre en place une gestion des brevets et de l'immatériel au niveau central, en définissant le cahier des charges, en définissant les ressources générales, avant de décentraliser au niveau des campus le choix des brevets à déposer ou des ressources à valoriser. Le résultat, c'est qu'indépendamment des ressources des brevets, ça lui rapporte 10 millions de dollars par an en plus. On est dans la situation en France où chacun veut protéger son bout de territoire. Ben là, il faut que les universités se prennent par la main et acceptent de dialoguer. Et je prendrai un autre exemple pour ne pas citer les scientifiques, cette fois-ci mais des littéraires. La Sorbonne. Là encore, la Sorbonne, c'est kafkaïen. Il y a un recteur qui occupe les lieux, 4 universités qui occupent les lieux, et en plus le lieu appartient à la ville de Paris. D'accord ? Donc il y a à peu près une trentaine de dépôts de noms qui comportent le nom Sorbonne.
Chacun a son logo, certains sont illisibles et incompréhensibles parce que ça a été fait par des gens qui connaissent rien au marketing. Chacun a ses produits dérivés, chacun a sa boutique de produits dérivés. Franchement, ça ne mène nulle part. Mais Gilbert, si on prend quand même la spécialité de Visio P7, qui est des enseignements qui sont relayés par visioconférence. Rien que nous, notre petit aréar, ça fait 7 ans qu'on travaille, qu'on fait des visioconférences. Toi, ça fait combien de temps? 10 ans que tu fais des visioconférences? On a commencé l'enregistrement de cours en 95. Voilà. Donc il y a 13 ans de savoir-faire avec des visioconférences qui sont, c'est de l'immatériel, qui sont absolument pas valorisées. Nous encore, on a la chance, grâce à vous, d'être mis constamment sur Internet, d'être pris par rap et Renater. Mais la plupart des cours qui ont été donnés ici, ils sont perdus. Ils sont... Bon, donc ça, enfin je sais pas, je pose la question à Claude. Ce n'est pas, n'est-ce pas, ça, c'est quand même des savoir-faire et des savoirs qui seraient à valoriser. Puisqu'on voit MIT, la plupart des grandes universités américaines maintenant sont en train de valoriser ces savoirs, justement. De les vendre ou au moins de les... C'est un peu ce que vous disiez, ce qui était dit tout à l'heure pour Lina. C'est ça. C'est justement la question, est-ce que vous pensez que les cours qui ont été donnés, qui sont numérisés et qui sont mis en ligne ou qui peuvent être mis en ligne, font partie de l'immatériel dont vous parliez tout à l'heure? Mais il est clair que ça fait partie. Et comment le valoriser? C'est-à-dire, est-ce que... Enfin, vous aviez pas... il y a aussi une dernière remarque que j'avais à faire. J'ai vu dans vos transparents que vous avez noté les méthodes d'enseignement. Oui. Alors, comment vous voyez justement cette valorisation des méthodes d'enseignement? Mais prenons un exemple. Quand il y a la Sorbonne à Abu Dhabi, au-delà du fait que la Sorbonne à Abu Dhabi, qui en l'occurrence pas la Sorbonne, c'est Paris 4, a essuyé les plâtres complètement. Donc il n'y a vraiment aucune critique à leur faire. Ils ont été les premiers à se lancer dans cette exportation universitaire. Comme le disait le président de Paris 4, je ne savais pas faire, j'ai pas de ressources, je ne savais même pas quel avocat m'adresser. Donc ok, ils ont essuyé les plâtres. Mais il faut bien voir que dans ce cas d'exportation, de savoir-faire, de méthode d'éducation, il faut veiller à des licences, de façon à s'assurer que l'utilisation qui est faite, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'enseignements, comme disait Lise, relayés par le réseau. Il faut veiller à ce que s'il y a une commercialisation, vous soyez intéressés. Il faut veiller à dans quelles conditions il y a réutilisation de cet enseignement, dans quelles conditions les sources sont bien indiquées de façon à ce que les droits soient protégés, etc. Ça fait partie de la licence globale d'utilisation. Il y a eu plusieurs articles récemment dans le New York Times, en mars dernier, mais plus récemment également, montré qu'aujourd'hui, les grandes universités américaines se lancent dans une exportation de leur savoir-faire. Et le nombre d'universités américaines qui se sont implantées, notamment au Proche-Orient, mais pas seulement, il y en a un peu dans le monde entier, avec leur nom et avec leur diplôme. Les premières promotions viennent de sortir, notamment au Proche-Orient, avec les diplômes de Georgetown University. Ça a de la valeur. Et donc il faut veiller dans ces cas-là à ce qu'il y ait bien sûr des licences qui protègent tous les produits qui sont faits par l'université sous une forme ou sous une autre, de façon à ce que vous soyez maître du jeu des conséquences de l'utilisation de ces données. Oui, parce que par exemple, Claude, à un moment donné, s'était posé la question avec Gaëtan Freitag, donc au service publication, parce qu'on fait aussi des publications à partir de nos visioconférences. Bien sûr. Et j'avais émis l'idée, je dis mais il faudrait qu'il y ait quand même qu'on mette un copyright, parce que il y a plein de personnes nous demandent ces publications qui sont maintenant vendues en ligne, et aussi nous demandent d'avoir ces cours ou ces enseignements ou ces visioconférences. Et la réponse qu'on m'avait donnée, c'était non, nous sommes à l'université, donc il n'y a pas de copyright possible. Alors vrai ou faux? Non, mais c'est faux, c'est faux. Voilà. Est-ce que l'interlocuteur qui m'a répondu ça a fait une réponse erronée? Mais enfin, je m'étais posé justement cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer, justement, pour que tout ce travail de fond ne soit pas perdu? Et encore une dernière question. Et qu'est-ce qu'on pense, Gilbert, de cette notion? Vous parliez de diplôme. Justement, actuellement, pour cohabiter un diplôme avec d'autres universités étrangères, c'est très compliqué au niveau du ministère. Est-ce que vous pensez que ça va s'assouplir? Parce que justement, nous avions des contacts avec l'Afrique, et justement, l'idée des Africains, c'était qu'on forme les enseignants africains, et qu'on puisse délivrer le diplôme à la fois, enfin, de l'université Paris 7, et que les Africains soient chez eux,
de nouilles et d'émissions, etc., interuniversitaires, et qu'on puisse donc, que les étudiants africains qui se retrouveraient donc chez eux puissent avoir le même diplôme. Or, on nous a dit que c'était possible au niveau ministériel, mais que c'était très long à acquérir, enfin ça demandait une procédure très importante, alors que je prends les Canadiens, par exemple, c'est très très rapide, puisque je suis allé en Mauritanie, et les Mauritaniens reçoivent par l'Internet des cours canadiens, et les étudiants mauritaniens ont le diplôme canadien. D'accord. Je ne répondrai pas au nom du ministère de l'Éducation et de la Recherche ou au ministère de l'Enseignement supérieur. Je rappellerai simplement que la Sorbonne Abu Dhabi, donc Paris 4 Abu Dhabi, délivre le diplôme de la Sorbonne. C'est nouveau, ça. Ouais. Avec la reconnaissance. C'est un cas très particulier, je pense que c'est vraiment... Non, mais ils sont arrivés à ce résultat-là. Voilà, avec la reconnaissance européenne qu'a le diplôme en question. Et comme est le cas du projet de Saint-Cyr au Qatar, ce sera bien le diplôme de Saint-Cyr qui est prévu, avec sa reconnaissance comme équivalent à un master européen. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est quand même une avancée. Donc c'est faisable. Voilà, Ouais, maintenant, faisable. je ne suis pas le ministère de l'Éducation. Ouais. D'accord. Bruno? Non? Pas de questions? Bon. Questions? Bon. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Claude Rubinovitch, pour cette information, cet enseignement, qui fera l'objet d'une publication dans les actes d'art et art. Donc, je vous remercie et je vous dis à très vite. Et on va passer à l'autre visioconférence. Si tu veux rester, tu peux rester? Non, tu ne peux pas rester? Non. On boit un verre, peut-être, non, Bruno? Moi, j'ai pas le temps. Pas le temps? Bon. Donc là, on va passer à un autre sujet qui est tout aussi immatériel ou presque, qui est l'art sacré.